Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être avec nous sur France 24. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Voici les titres. On commencera par évoquer l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo avec cette visite en RDC du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie s'intensifie dans le pays. Depuis le 15 mai, elle a déjà causé la mort de plus de 1700 personnes. On parlera également de cette demande du gouvernement béninois. Il réclame à la France la restitution de 35 nouvelles œuvres. Cette requête comprend également des archives coloniales. Et puis la crise toujours à Ceuta, cette enclave espagnole située dans le nord du Maroc. Si la plupart des migrants arrivés la semaine dernière ont été expulsés, ils sont encore à peu près 1 millier à espérer obtenir l'asile. Avant de développer ces titres, cette information l'a appris dans la soirée. 308 victimes d'enlèvement au Nigeria ont été libérées. 163 d'entre elles ont été kidnappées cette année dans un seul et même village. C'est une annonce du gouvernement nigérian. On le sait, ces dernières années, les enlèvements sont devenus une source majeure de revenus pour les groupes armés dans le pays. Cette visite du directeur général de l'OMS en République démocratique du Congo, le pays qui fait face à la 17e épidémie d'Ebola. Depuis le 15 mai, plus de 3800 cas ont été enregistrés, dont 1751 décès. La maladie ne montre aucun signe de ralentissement. Écoutez les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Emmett Livingstone. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo continue de s'aggraver. Le docteur Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, doit rencontrer mercredi le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa pour évoquer la situation. Il a appelé à un renforcement urgent et massif de la réponse sanitaire. Sur place, les cas d'Ebola continuent d'augmenter et la plupart des décès surviennent encore au sein de la population plutôt que dans les structures sanitaires. Selon les autorités congolaises, la transmission de la maladie échappe encore largement au dispositif de détection. Mercredi, Médecins sans frontières a fait le même constat, déclarant dans un communiqué que le virus se propageait à un rythme alarmant et sans précédent. Le virus est désormais présent dans 5 provinces du pays. Cette semaine, des craintes d'une propagation plus large sont apparues, liées à un cas suspect décédé à bord d'un bateau ayant quitté la ville de Kisangani en direction de Kinshasa. Cette personne a été débarquée dans la province de Mongala avant que le bateau n'accoste mercredi au nord de Kinshasa, où il a été accueilli par les autorités sanitaires et des représentants de l'OMS. On part maintenant au Tchad. L'une des principales figures de l'opposition, Max Kemkoy, a adressé une lettre au président de la République, une lettre envoyée depuis sa cellule, lui qui est incarcéré depuis 100 jours, tout comme les principaux responsables de l'ancien groupe de concertation des acteurs politiques. Max Kemkoy dénonce la situation économique et sociale du pays. Les explications de Ghislaine Alataroum. 3 pages présentées comme une lettre de fraternité adressée au chef de l'État. Depuis sa cellule, Max Kemkoy, porte-parole de l'ex-groupe de concertation des acteurs politiques GCAP, adresse un réquisitoire contre la gouvernance actuelle. Il dénonce le recul des libertés publiques, la dégradation des conditions économiques et sociales, ainsi que le rétrécissement de l'espace politique. Nous sommes en prison simplement parce qu'un groupe d'individus a voulu que nous soyons arrêtés, accusés, jugés et condamnés pour servir ses propres intérêts, écrit-il. Le gouvernement rejette ces accusations. Son porte-parole, Gassim Cherif Mahamad, juge cette prise de parole désobligeante à l'égard de la plus haute institution de l'État. Jusqu'à preuve du contraire, il est prisonnier, il a été condamné pour cela. Et je ne sais pas par quelle alchimie, par quel moyen, il a eu la possibilité de s'exprimer, de sortir sur les réseaux sociaux. Et quand on écoute et on lit le fond de son message, ce n'est pas ce qui est donné comme apparence, ce n'est pas un message fraternel. C'est un message qui est enrobé de fraternité, mais le fond, c'est un message de remise en cause de la gouvernance du pays, de la gestion même du pays. On ne peut pas appeler le chef de l'État d'un côté la fraternité et se permettre des sorties aussi désobligeantes, aussi irrespectueuse vis-à-vis du chef de l'État. Condamné en première instance pour attroupement armé, rébellion, détention illégale d'armes de guerre, mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs, les 8 dirigeants de l'ex-GCAP attendent désormais l'examen de l'appel introduit par leurs avocats.
Dans leur lettre, ils demandent au président de la République de rouvrir le dialogue politique, de garantir l'état de droit et d'apporter des réponses aux préoccupations des Tchadiens. Ces nouvelles restitutions de biens demandées par le Bénin à la France, 5 ans après le retour de 26 objets au pays, le gouvernement béninois réclame 35 nouvelles œuvres ainsi que des archives coloniales, une demande qui s'appuie sur une loi cadre inédite en vigueur depuis le mois de mai. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Emmanuel Sodji. Cette sculpture en fer dédiée au Vodungu est l'une des pièces que réclame le Bénin. Elle est exposée au pavillon des sessions, l'antenne du Quai Branly, au musée du Louvre. Également demandé, une table de divination, un fusil, une bannière et des sabres royaux conservés dans les réserves du musée. Des cartouchières aussi, un couteau et des tuniques d'Amazone considérées comme protectrices au combat. Ces objets ont quitté Abomey en 1892 lors du sac de la capitale de l'ancien royaume de Dahomey par les troupes du général français Dodds. Ces œuvres avaient été, extorquées, pillées, arrachées de force. Le Bénin réclame aussi des archives liées à la conquête et à l'administration du royaume. Des archives de 3 administrateurs coloniaux qui avaient été au fait de ces œuvres que nous réclamons, qui doivent nous permettre de savoir dans quelles conditions les œuvres étaient parties. Cette demande est facilitée par un changement de méthode côté français. Depuis la loi cadre du 9 mai 2026, la restitution de biens culturels ne nécessite plus une loi votée au cas par cas, comme en 2021, mais un simple décret pris après avis d'un comité scientifique bilatéral. Contrairement aux 27 trésors déjà restitués, originaires du royaume de Dahomey, cette nouvelle liste inclut des objets de Kétou, Savay et Porto Novo. S'il y a une dimension rituelle, ils ne seront plus utilisés à des fins rituelles. Ils deviennent des objets vedettes, des objets représentant le génie artistique dahoméen et béninois. Un comité scientifique national a été installé en juillet à Cotonou dans le cadre de cette demande de restitution. Selon les experts béninois, il y aurait au moins 15 000 objets appartenant au Bénin dans des collections publiques et privées du monde entier, tous partis pendant la période coloniale. Les voix dissidentes de plus en plus réprimées en Éthiopie. 3 personnes ont été arrêtées, accusées de préparer des attaques terroristes, ce que réfutent ces 3 hommes. Parmi eux, 2 membres d'un parti d'opposition ainsi qu'un avocat. Ils ont comparu aujourd'hui devant un tribunal d'Addis Abeba. D'après la police, les 3 accusés voulaient également s'emparer du pouvoir par la force. L'enclave espagnole de Ceuta a renvoyé la plupart des 72 000 migrants arrivés à la nage fin juillet, mais dans cette zone de la côte nord du Maroc, ils sont encore 1 millier de jeunes migrants toujours en errance. Tous gardent l'espoir d'obtenir l'asile. Noémie Roche. Sur ce bout de plage, ils sont plusieurs dizaines à attendre. Arrivés la semaine dernière, ces migrants n'ont pour l'instant pas été chassés. Originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne, ils ont fui la guerre, les violences ou les persécutions qu'ils disent avoir vécues dans leur pays d'origine. On m'a menacé de mort, menacé de me mettre en prison. J'ai tenu le coup jusqu'à le moment où je ne peux plus tenir le coup. J'ai décidé de fuir le Sénégal. Pour ces exilés, l'arrivée dans l'enclave espagnole représente avant tout l'espoir d'une vie en sécurité. Ali a quitté le Mali en 2024. Après 4 tentatives, il est finalement parvenu à rejoindre Ceuta. Son objectif désormais, obtenir l'asile en Europe. Mais en attendant, la réalité est bien loin de ses attentes. Nous, on est là pour demander asile. Depuis qu'on est venu, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Mais en tout cas, on ne baisse pas les bras. Mais si on va mourir ici, on va mourir. Mais pour retourner, non. Un mot d'ordre partagé par beaucoup, malgré les épreuves traversées pendant le voyage. Au Maroc, si vous n'avez pas de passeport ou de papier, personne ne vous embauche. On y souffre sans jamais rien obtenir. C'est pour cela que nous voulons rejoindre l'Europe. Nous voulons une vie meilleure et nous voulons y travailler.
Une promesse pour laquelle ils ont accepté de tout risquer, sur l'une des routes migratoires les plus mortelles au monde. Selon l'ONG SOS Méditerranée, 2312 personnes sont mortes ou ont disparu en mer Méditerranée en 2025. Parlons d'art à présent. Au Nigeria, à Lagos, un artiste réinvente la technique du portrait. Sa méthode, utiliser de l'argile comme peinture. Vous allez voir, c'est un mariage original entre science, tradition et création. Le récit de Clarisse Fortuné. Dans son atelier de Lagos, Emmanuel Olatunde a substitué les pigments classiques par de l'argile. Cet artiste nigérian de 39 ans a mis au point une technique qui transforme la terre en une palette de couleurs naturelles, donnant naissance à des portraits aux textures uniques. Son idée est née à l'université. En expérimentant avec l'argile, il a découvert qu'une fois mélangée, elle adhérait parfaitement à la toile. Grâce à ses connaissances en chimie, il a ensuite enrichi sa formule en y ajoutant des oxydes métalliques et des liants, capables de produire une large gamme de couleurs. J'ai découvert que l'oxydation modifie davantage la couleur de l'argile que les simples variations naturelles de couleur dues au sol ou à d'autres facteurs. J'ai donc cherché des oxydes qui sont des substances que les céramistes utilisent également pour changer la couleur de leur argile. C'est ainsi que j'ai obtenu différentes couleurs. J'ai mélangé les oxydes avec un liant, puis j'ai essayé et ça a fonctionné. Aujourd'hui, Emmanuel Olatunde récolte lui-même l'argile avant de la transformer en peinture. Pour lui, ce matériau possède sa propre personnalité. L'argile a sa propre façon de faire, vous savez. Même si je peux influencer le résultat, une fois qu'elle sèche, elle devient simplement ce qu'elle a envie d'être. J'aime le fait de ne pas avoir toutes les réponses à l'avance, de ne pas pouvoir décider exactement de la manière dont elle va se révéler. La seule chose que je maîtrise vraiment, c'est ce que je fais avec mon pinceau. Le processus de séchage, le changement de teinte vers le gris, tout cela relève de l'argile elle-même. Son travail s'inscrit dans une nouvelle génération d'artistes africains qui privilégient des matériaux naturels et durables, tout en repoussant les limites de la création. Mais faire accepter cette technique par le marché de l'art reste un défi. En attendant, Emmanuel Olatunde continue de perfectionner son art et de partager son travail sur les réseaux sociaux, convaincu que l'innovation peut naître de la matière la plus simple, la terre. C'est déjà la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.